Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous rejoindre dans le cadre de table ronde qui va être consacrée à la préparation des acteurs de terrain. Donc, je vous rappelle qu'on est au congrès de la Société francophone santé-environnement, qui a pour objectif de faire passer de la connexion et que cette année, le congrès porte sur la question de la gestion de crise en santé-environnement, anticiper, gérer, surveiller en matière de crise. Les sessions qui vous ont été proposées dans le cadre de ce congrès sont au nombre de 3. La première session portait sur l'expertise dans la gestion de crise. La session actuelle porte sur la place du dialogue entre les parties prenantes et la session des jours de session portera sur les modalités de communication en gestion de crise et pour quels résultats. Donc aujourd'hui, autour de la table ronde, j'accueille, Jean-Jacques Martinez, qui est président du SMIVAL, qui est un syndicat mixte sur, la vallée de la Lèze. Nous avons également monsieur Éric Châtelon, commandant à l'ENSOSP, que je présenterai plus en détail au moment de son intervention, ainsi que Cédric Hirschi, donc commandant également, au niveau de l'état-major de Neuchâtel. Je vous présenterai également plus en détail Hirschi juste après. Donc, ce que je vous propose, c'est que ces 3 acteurs, la façon dans le cadre de leur, fonction, ils contribuent à la préparation des acteurs de terrain en cas de gestion de crise, hein. Ça peut être une inondation, un tremblement de terre, il y a plusieurs cas de crise en santé-environnement, hein. Les risques naturels en sont un, les risques technologiques également. Évidemment, la gestion de crise en matière de pandémie qui nous a tous amenés à, refonder profondément nos organisations en réponse aux besoins de cette crise particulière et d'une durée extrêmement longue. Monsieur Jean-Jacques Martinez, donc vous êtes, élu à la commune de La Barthe-sur-Lèze et cette commune fait partie des 24 communes et des 5 établissements publics de coopération intercommunale qui constituent le SMIVAL, donc qui est un syndicat mixte, à cheval sur l'Ariège et la Haute-Garonne, hein, 2 départements donc dans les Pyrénées. J'ai regardé, mais vous préciserez, hein, donc ce syndicat mixte, il a vraiment une vocation, d'action sur un bassin hydrographique complet, à la fois sur l'aménagement de ce bassin, son entretien des lacs et des rivières, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes et des zones humides dont on connaît l'importance en matière de biodiversité. On a fait jeudi dernier un atelier sur ce qu'on appelle une seule santé, les liens entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes pour prévenir les crises. Donc j'imagine que vous êtes aussi, au quotidien dans le sujet. Et puis donc, pour rôle, il a également la défense contre les inondations et la mer, j'ai vu. Donc je sais pas pourquoi il y a cette mention-là, vous nous l'expliquerez. En tout cas, voilà, je pour une, dizaine de minutes, si vous pouvez nous présenter dans ce syndicat et dans la préparation des acteurs à la gestion de crise. Merci Muriel et bonjour à tous et à toutes. Bonjour de l'Occitan dans le sud où il pleut aujourd'hui exceptionnellement, mais ça arrive. Donc, je remercie d'abord la Société française de santé et d'environnement pour nous inviter. Alors, comme le disait tout à l'heure Muriel, le syndicat interdépartemental, c'est Ariège-Haute-Garonne, a été créé suite à la crue de 2000 en fait. Il faut que vous sachiez que la France est très, très, très bien organisée au niveau des départements. Il y a 2 départements, Haute-Garonne et Ariège. Et dans ces 2 départements, il y avait 2 syndicats sur la Lèze, qui fait un linéaire à peu près de 90 km, plus les affluents. D'accord? Donc en fait, il y a eu cette crise en 2000, qui a été une très, très grosse inondation. On a sauvé, grâce d'ailleurs aux SDIS, aux pompiers, pas mal de personnes. Coûte entre 10 et 20 millions d'euros de dégâts. Et là, les citoyens, les élus locaux ont pris conscience qu'il fallait peut-être rapprocher le syndicat dans la mesure où l'eau ne se posait pas la question territoriale, n'est-ce pas?
Après 2 ans et demi de négociations difficiles, extrêmement difficiles, entre les responsables ariégeois et haut-garonnais, nous sommes arrivés à nous mettre d'accord sur un travail collectif en prenant en compte, et ça c'est nouveau, et ça c'est important, la réalité des terrains, pas la réalité de l'humain. La réalité des terrains, pas la réalité de l'humain, et du découpage administratif dans notre pays. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus complexe à réaliser. Pour ne pas prendre trop de votre temps, je vais vous parler d'un sujet qui m'a touché personnellement et que j'ai voulu mettre en avant au sein de ce syndicat interdépartemental, c'est renforcer la place de l'être humain dans la prévention des risques d'inondation. Après mon intervention, Éric Chatelain en parlera sûrement encore mieux que moi, mais ce qui est fondamental, et quand je suis arrivé à cette présidence, je me suis rendu compte qu'en fait, les inondations, c'est souvent un sujet d'ingénieurs, de spécialistes, géré entre ingénieurs, avec des débats techniques, et seulement une validation finale par les élus locaux, les élus, nous, et par un préfet. C'est aujourd'hui une réalité administrative quasiment incontournable. Et on oublie souvent que derrière ces inondations, pas vous, hein, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous ne l'oubliez pas. Il y a des familles, des hommes, des femmes, des enfants, des grands-parents, des personnes handicapées qui sont derrière toute cette histoire de la vallée chez nous, par exemple. Et mon sujet aujourd'hui, le sujet que je vous propose, sur lequel de réfléchir, c'est la psychologie des risques. Je m'explique. C'est une réalité qui est assez mal comprise aujourd'hui, mal prise en compte par les autorités, notamment l'État. Certains habitants de notre vallée, plus de 20 ans après la fameuse crue de 2000, continuent à être traumatisés lorsqu'il pleut à la Pentecôte, car en juin 2000 est survenu le week-end de la Pentecôte. Et ça va même plus loin, puisqu'un certain nombre de pathologies sont apparues après cette catastrophe naturelle d'inondation en 2000. Certains sont tombés dans des dépressions graves, d'autres ont déménagé. Je n'évoque pas le problème de l'urbanisation, qui est un problème que vous avez dû étudier, je suppose, dans le cadre de vos réflexions. Donc, la psychologie des risques. Alors, la psychologie des risques, ce n'est pas que les inondations, bien sûr. La psychologie des risques, c'est aussi le Bataclan, c'est aussi d'autres catastrophes diverses et variées. Mais mon sujet aujourd'hui, c'est comment impliquer les citoyens et comment remettre les citoyens dans la discussion sur des sujets qui sont techniques et souvent très difficiles à expliquer. Il ne faut pas se cacher la réalité. Donc moi, nous, ce qu'on propose au niveau local, c'est se former pour mieux gérer. Se former pour mieux gérer. Je pense que le commandant est très sensible à ce propos. Notamment former en premier point les acteurs institutionnels, l'État, agences de l'eau, fonctionnaires territoriaux, des départements. Alors, moi, j'ai pris l'initiative au niveau du syndicat, enfin, nous avons pris l'initiative au niveau du syndicat. Nous avons organisé des rencontres qui ont été reliées par l'État d'ailleurs. C'est surprenant, hein, ça vient de la base, en fait, ça remonte. Pour une fois, je dirais, c'est une bonne chose. Donc, nous avons eu le plaisir d'avoir l'intervention de Didier Crémiter, qui est le coordinateur des CUM au niveau national, qui a développé au cours d'une formation la psychologie clinique à l'épreuve de la gestion de crise. Le psychotrauma et la prise en charge psychologique au son du canon. Alors, c'est des mots qui me paraissent pas très éloignés, mais son intervention était passionnante parce que ce monsieur intervenait sur toutes les catastrophes naturelles. Par exemple, le crash d'avion ou autre chose, Bataclan, etc., etc. Voilà. Donc, on a demandé aussi une intervention à Karine Weiss sur le thème de la psychologie sociale, quelle perception des risques. Comment communiquer, comment favoriser la prévention et l'adoption de comportements de protection. Tout ça n'existait pas avant cette proposition qui est faite, vous voyez,
un petit territoire, hein, c'est comme un petit territoire par rapport à Toulouse. C'est un territoire avec 25 000 habitants, comme je dis tout à l'heure, 80 linéaires de la Lèze. Ensuite, je me bats depuis des années pour qu'il y ait des exercices de gestion de crise auprès de l'État. On n'a pas encore en France cette culture qu'a le Japon, par exemple, avec des pratiques habituelles d'exercice de gestion de crise. Et là, on a organisé donc avec la commandante Jeanne Wesemarck du SDIS de Haute-Garonne pour apprendre par la pratique et par des ateliers à destination des élus, des fonctionnaires, des bénévoles d'associations, comment réagir à une crise. Je vois le commandant, vous nous donniez des cas d'école extrêmement difficiles à résoudre. Extrêmement difficiles à résoudre. Et ensuite, vous nous observiez, on était filmés, etc. Et on voyait le comportement des individus par rapport à ce stress émotionnel que nous avions aussi, nous, en tant que responsables, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, dernier point, l'accompagnement psychosocial et le retour vers une vie normale, entre guillemets. Donc, il existe le service d'aide aux victimes et d'information et de médiation, SAVIM, le centre de documentation de l'assurance, sont aussi intervenus pour sensibiliser les institutionnels. Ça, c'est pour disons, les organismes d'État ou du département. Ça, c'est un premier point, donc de formation. Deuxième formation qui me semble encore plus importante et que j'ai souhaité très fortement en tant que président, lorsque j'ai été président en 2014, c'est former les familles. Et ça, c'est pas simple. Former les familles. Ça veut dire tout d'abord avoir un relationnel avec les familles, pouvoir communiquer avec les familles, avoir un code d'expression verbale qui soit commun derrière les mots. Si j'écoute un débat d'ingénieurs sur le sujet d'hydrologie, beaucoup d'entre nous, de citoyens lambda, ne vont pas saisir la totalité des propos. Ils ne vont pas mettre derrière les mots les mêmes choses concrètes. Et ça, c'est un travail extrêmement difficile de coordonner notre niveau de perception, de connaissance à travers les mots. Donc, il faut être très responsable, pour ceux qui m'écoutent, vous savez le faire aussi bien que moi, mieux que moi sûrement, lorsqu'on s'exprime par rapport à des citoyens, d'être le plus synthétique possible et le plus clair possible. C'est pas toujours facile, croyez-moi. Voilà. Donc, nous organisons comme partout des réunions publiques, et bien sûr, les réunions publiques sont intéressantes. Vous voulez prendre la parole, je pense, Muriel, je suis trop longue? Trop long? C'est juste au niveau de la durée de l'intervention. D'accord. Donc, je vais essayer d'être plus rapide. Dans les réunions publiques, pour moi, c'est mieux que rien, mais ça n'apporte pas grand-chose, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Ensuite, j'ai mis en place, avec mon directeur, une animation ludique qui s'appelle « Je passe mon code de l'inondation ». On a créé un code de l'inondation. On fait participer toutes les personnes qui sont dans la salle et en fait, on met dans des questions qui ressemblent à un code, mais sur l'inondation, des questions assez rigolotes, comme on dit dans le Sud. Voilà. Et ça passe très très bien en termes d'animation, de réunion. Donc il faut inventer aussi des techniques de réunion interactive. Voilà. Et ensuite, un point très fondamental, je dirais le plus important de ce que je vais vous dire, c'est l'entretien individuel au domicile des familles pour échanger avec eux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans les familles, bien sûr, avec toutes les autorisations légales et de responsabilité. Et lorsqu'on rentre dans les familles, on discute comment ils ont vécu le trauma des inondations, par exemple, de l'exposition. Et nous leur donnons un certain nombre de conseils ou d'avis ou les mettons en relation avec nos amis des pompiers, par exemple. Et le retour que nous avons est très, très favorable à 80% au niveau des familles. Ils se sentent moins seuls, moins isolés. Et je vais terminer parce que je vois bien que madame me surveille de près, n'est-ce pas? Donc, anticiper, bien sûr, se former pour éviter la crise. Un exemple qui n'a rien à voir avec l'eau, mais les conseillères en économie sociale et familiale qui rentrent dans les familles ont pour objet aussi d'aider les familles à mieux gérer leur budget. Eh bien, au niveau des crises, je pense qu'il faudrait s'appuyer sur des exemples de ce type-là
pour construire au niveau national des intervenants spécialisés, formés en psychologie aussi, pour aller vers les familles, pour les sécuriser, mais aussi pour regarder la réalité en face et les risques qui peuvent être occasionnés par les catastrophes naturelles, lorsqu'on a la capacité d'analyser. Car la nature est toujours beaucoup plus forte que l'espèce humaine. N'oublions jamais ça. Et je termine, un dernier point qui devrait déboucher après mon intervention, où je me tais, c'est terminé, c'est nécessité de parler, d'échanger avec l'ensemble des institutions. Et c'est ce que fait d'ailleurs aujourd'hui ce séminaire, ce sorte de congrès, très important d'échanger, très important, parce qu'on s'enrichit mutuellement, bien sûr, vous le savez. Parler avec les citoyens, les écouter, essayer de démêler du vrai du faux. Moi qui suis un élu local depuis très longtemps, les réseaux sociaux peuvent être une chose formidable, mais une chose délétère aussi. Donc attention, attention avec ces outils. C'est mon avis en tous les cas. Il s'agit bien de parler pour mieux se comprendre. Je termine ce que je disais au début. Mieux se comprendre, c'est avoir un code correspondant, collectif, qui nous permet de communiquer et faire société. Alors, je ne déborderai pas sur mon rôle intervenant du SMIVAL, on pourrait développer sur d'autres sujets, mais sur les catastrophes naturelles, c'est encore plus important de se comprendre et de pouvoir communiquer. Il ne suffit pas de parler, il nous faut des actes forts et du courage. Parce que c'est vrai que quand on va dire à des populations, à des citoyens que je côtoie tous les jours, demain, là, ta maison, là, il faut la raser parce qu'il y a des risques pour te l'ensemble de ta famille, il y a des risques mortels, c'est difficile. C'est difficile. Et nos responsables nationaux, que ce soit le ministère ou autre, ont la même problématique. Et je n'oserais pas dire qu'ils ont des retours de bâton. Vous savez, nous prenons des décisions qui sont quelquefois très impopulaires. Très impopulaires. Mais mon objectif à moi, je vais finir, c'est ne pas être réélu aux prochaines élections. Je termine là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir été patient. Et sachez que je suis un élu de terrain et je le resterai. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques, et vous pourrez rebondir aussi sur les autres interventions de façon à ce que cette table ronde puisse se jouer et que vous n'hésitiez pas à interagir tous les trois. Moi, ça me parle beaucoup ce que vous venez de dire, puisqu'on a subi de plein fouet en fait la tempête Alex en région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'année dernière, hein, fin octobre, fin septembre, début octobre. Et je pense que peut-être certains d'entre vous autour de la table étaient présents, mais c'est vrai que le traumatisme, il est durable. Bien souvent, les services d'intervention d'urgence sont là pendant, là, ça a été même plusieurs semaines, hein. Mais même si on a ce qu'on appelle les cellules médicales d'aide psychologique, hein, les CUMP, on sent que le traumatisme est long, certains tout. Et donc, cette gestion post-crise d'ailleurs, comme la gestion post-accidentelle, qui nécessite des actions sur le plus long cours. Je vais passer la parole donc au commandant Éric Châtelon, qui est chef de division des formations à la gestion de crise à l'École nationale supérieure des officiers des sapeurs-pompiers à l'ENSOS, donc juste à côté d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup Éric d'être parmi nous. Je sais que vous avez participé très récemment d'ailleurs au 7e congrès des sapeurs-pompiers à Marseille. Je crois qu'il y a eu là aussi des actions présentées lors de ce 127e congrès. On sait, et M. Martinez vient de le rappeler, l'importance qu'a la formation dans le maintien d'une culture de crise opérationnelle au quotidien. Que pouvez-vous nous dire finalement des points forts de votre action en matière de formation pour préparer à la crise? Eh ben, merci de me donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me permettre de partager pour illustrer mes propos. Donc, à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, comme vous venez de l'évoquer, on a bien sûr vocation à former les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de France et de Navarre, mais pas seulement. Ça y est, votre en ligne, vous pouvez y aller.
juste qu'il défile. Voilà. Dans notre mission, on a également l'organisation en matière d'incendie et de secours et de crise. L'article 2, la formation notamment des élus, des fonctionnaires, des cadres d'entreprise, des experts français et étrangers, mais plus largement l'ensemble du public, que ce soit des acteurs publics, privés, associatifs ou collectivités. Donc de ce fait, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, au sein de l'Arsenal a été développé des parcours pédagogiques pour les différents acteurs, essentiellement centrés sur les acteurs de proximité, à savoir bien sûr les élus qui sont les premiers directeurs des opérations de secours, jusqu'au niveau préfectoral, entre guillemets, où notre ancrage territorial nous permet d'être assez régulièrement associés et d'être des interlocuteurs privilégiés des différents services menants et concourants. C'est un des points clés pour moi de la formation et même de la gestion de crise, c'est véritablement la connaissance des acteurs. On aime bien faire une amalgame avec le spectre de la lumière. Moi, de par ma formation et mon ADN de sapeur-pompier, j'ai un filtre rouge, que je le veuille ou non, tout comme mes collègues policiers, gendarmes et les associations orange. Bref, au final, on trouve assez rapidement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de la santé, des DREAL, ministère de la transition écologique. Et le schéma en bas représente en fait tous les ministères à qui on a associé plus ou moins de manière aléatoire un code couleur pour s'apercevoir et pour expliquer que la gestion de crise ne se fait pas tout seul. Et l'enjeu du décideur est d'avoir une vision à 360, d'être capable de voir non seulement l'ensemble du spectre visible, mais également les enjeux qui peuvent être politiques, économiques, technologiques, sociétaux, réglementaires, écologiques également. Donc c'est l'ensemble de ce spectre de la lumière, jusqu'aux infrarouges, aux rayons gamma, aux ondes radio, qui doit être pris en compte. Donc si on reprend un petit peu la pyramide de la strate opérationnelle, tactique, stratégique et politique, on s'aperçoit que chacun travaille dans son silo, mais qu'à un moment, il est nécessaire que tous se réunissent autour d'une table. Et c'est à ce niveau de l'organisation française, à la force de pouvoir disposer d'un décideur directeur des opérations de secours au niveau tel que le maire, au niveau départemental le préfet ou en cellule interministérielle avec le Premier ministre. Tout l'enjeu, en fait, comme l'a voulu en 2004 la loi de modernisation de la sécurité civile, c'est de faire collaborer l'ensemble des acteurs publics, privés, associatifs et les collectivités territoriales, chacun dans leur domaine de compétences, avec une pointe stratégique qui doit échanger et développer les connaissances mutuelles et des habitudes de travail. Le but étant d'aboutir à l'établissement de relations partenariales. Donc, on forme tous nos officiers de sapeurs-pompiers de France et de Navarre à une méthode pompiero-pompier, mais en gestion de crise, on essaie de leur faire sortir de leur champ habituel, au profit des décideurs. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire. Hein. J'ai avec moi un capitaine de police, un ingénieur des travaux publics de l'État, qui était au CEREMA, des sapeurs-pompiers, des différents ingénieurs, le tout étant de partager l'ensemble de nos compétences pour créer des parcours de développement de compétences. Donc là, c'est l'un des deuxièmes points clés, c'est que la crise, c'est quelque chose pour lequel le moteur de notre activité doit être développé par le biais d'approches par les compétences. Donc des formations d'une journée jusqu'à 2 ans, sans faire de publicité. Et pour rebondir sur les propos de Jean-Marc, on tend à développer des formations pour élus. Alors, à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, malheureusement, on accueille essentiellement des gens, on va dire, de la communauté de communes, voire de la métropole. Mais depuis quelques années, on forme des officiers pour retourner dans leur territoire, au plus près de leurs élus, et pour mettre en place un dispositif pédagogique qui permet de les mettre en situation sur leur carte, sur leur secteur, avec leurs différents risques. Également évoqué précédemment, il y a différentes notions, approches notionnelles, conceptuelles de la crise, mais schématiquement, on aime bien le recentrer autour de 3 axes qui sont le avant, pendant, après. C'est-à-dire, il y a toute une phase de préparation et de prise de conscience des risques. Au milieu du schéma, on peut retrouver les enjeux. Souvent, on pense à la protection des populations, des biens, de l'environnement, mais comme je vous le disais, également les enjeux économiques, politiques, sociaux, réglementaires. Et la gestion des risques est vraiment ciblée sur un seul risque, le risque sanitaire, la sécurité au sens large, la sécurité nationale, la sécurité intérieure. Chaque risque a une spécialité comme l'inondation et
le risque attentat différemment. Et donc, on prend une approche beaucoup plus globale pour la prise en compte en fait de la gestion des crises qui s'adapte à n'importe quel risque. Donc, avant, on parle bien sûr de planification, même si le plan n'est rien et la planification est tout, comme disait Churchill. Le tout, c'est de se rassembler et ensemble prendre conscience de la situation et des différents aléas qui peuvent confronter les différents enjeux qu'on a évoqués. La formation et l'entraînement, bien évidemment, mais pour permettre, pendant une réponse à l'organisation, une adaptation, la communication de crise qui est très, très prépondérante, hein, notamment pour les médias sociaux, mais également jusque le après, où même si la notion et la limite entre secours et sauvegarde est un petit peu ténue, il est important de faire le lien avec le rôle de sauvegarde des mairies, où les associations agréées peuvent être concurrentes, où l'ensemble de la reconstruction et du retour d'expérience pour un système apprenant est d'autant plus important. Un petit peu de publicité, mais bientôt de la gestion de crise où on reprend quelques doctrines. Donc, on s'est embêté à mettre par écrit l'ensemble des supports que l'on utilise en formation ici. Et ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est qu'on ne peut pas prendre une approche par risque. Les risques naturels, les risques technologiques, les risques sanitaires, sociaux, les risques des différents réseaux, hydrocarbures, électricité, et les menaces terroristes sont vraiment chacune spécifiques. Je prends souvent l'exemple, dans les écoles, si on veut éviter le risque de tremblement de terre, il faut accrocher l'armoire au mur. Mais pour le risque attentat, il faut que cette armoire puisse être déplacée devant la porte. Donc, on prend une vision beaucoup plus globale et du coup, on travaille sur l'ensemble du spectre assez large des différents risques. Ce qui fonctionne le mieux pédagogiquement, du moins ce qu'on constate au regard de développement des compétences, c'est la simulation. Des mises en situation qui permettent derrière d'étudier des zones proximales de développement où le stagiaire apprenant va être mis en difficulté juste ni trop ni trop peu, de manière à chercher à développer son moteur d'activité et du coup derrière, développer des ateliers pédagogiques. Donc pour les situations, on a une équipe pluridisciplinaire, hein, je vois sur l'image des associations agréées, les gendarmes, les journalistes, la DREAL, la DDT, les agences régionales de santé avec qui on est en train de finaliser un partenariat. Et on s'aperçoit que véritablement la mise en situation, donc, à peu près tous les jours, permet véritablement aux gens de se mettre en activité et sur un débriefing, on va appeler entretien d'explicitation, les gens par eux-mêmes vont expliciter leurs compétences qu'ils ont développées. Ce que je suis en train de vous dire, vous le retenez à 10%, alors ce que vous allez vivre, vous allez le retenir à 90%. Donc les moyens présents, bien sûr, c'est l'interservice qui est notre force, mais également, on va travailler également sur le facteur humain. Qui est toujours prépondérant, avec qui plus est, moi j'ai mes lunettes rouges, comme mon collègue a ses lunettes bleues, et tout le monde a une différente acceptabilité du risque et une différente connaissance de la situation. Donc dans le crew resource management, qui est le fait d'essayer de tirer le maximum des cerveaux et des compétences de chacun, la première chose, c'est de réussir à partager cette prise de conscience de la situation. Un des facteurs clés également, c'est la prise de décision. Donc faciliter la décision par le point de situation, et favoriser la collaboration et le travail en équipe. Dans les compétences non techniques également, le leadership est très important et le travail de groupe est véritablement nécessaire comme compétence non technique à développer. On a un projet de bâtiment pour encore développer nos compétences, enfin, développer nos actions de formation, nos parcours pédagogiques. Et comme toute école qui se respecte, pour créer de la connaissance, eh ben, pour en enseigner, du moins, on essaye d'en chercher annuellement de nouvelles. Donc, ça nous permet de sponsoriser quelques chercheurs qui vont sans arrêt alimenter la pédagogie qui va servir à l'opérationnel et aux différentes formations qu'on peut enseigner pour nos différents publics. Je vous remercie de l'attention que vous avez pu porter à ma présentation. Je vous remercie beaucoup, commandant, de ce détail, en fait, de la façon dont vous menez ces formations, des quelques points clés que vous nous avez donnés. Moi, j'ai retenu ce spectre de la lumière, hein, les lunettes de chacun, la nécessité de s'acculturer les uns aux autres, à nos sigles parfois, hein, on le sait, en temps de gestion de crise. Hein, la mise en place de ces fameux COD, en fait, contribue, et les exercices de crise contribuent à ce que chacun connaisse mieux le périmètre d'action de son voisin et sache rapidement en fait donner les informations utiles à l'action.
Donc, merci beaucoup. Vous avez aussi parlé, là encore, du facteur humain. Jean-Jacques Martinez en parlait pour le lien avec les populations. Vous en parlez évidemment sur la capacité finalement d'action en cas de crise, sortir de parfois l'état de sidération qu'on rencontre quand on a cette montée de stress au moment où on apprend l'accident. Vous savez que ce congrès se tient aujourd'hui en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Il se fait également en lien avec comme invité d'honneur le Liban, suite à l'accident industriel qui s'est tenu à Beyrouth. Et donc, on va accueillir comme troisième intervenant le commandant Cédric Hirschi. Merci beaucoup d'être là. J'ai échangé sur WhatsApp juste avant l'entrée en table ronde avec Souhail Latrèche, qui, avec Céline Boudet, ont co-présidé le conseil scientifique en fait de ce congrès. Et donc, vous êtes, commandant Hirschi, chef de la cellule de protection civile à l'état de l'ORCAN. Donc, l'ORCAN, c'est l'organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel. Souhail Latrèche travaille aussi dans le canton de Neuchâtel. Et j'ai vu que vous avez eu cette année notamment à mener plusieurs opérations, alors notamment en mars, sur tout ce qui est dépistage dans le cadre de la crise épidémique Covid, mais vos actions sont bien plus larges. Ce que je vous propose, c'est de nous présenter les points forts dans le cadre de vos fonctions, de la préparation des acteurs à la gestion de crise. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la présentation que je vais vous faire a pour but principal de vous présenter les actions pour se préparer au mieux dans les crises à venir. À mon sens, les crises représentent l'ensemble des événements extraordinaires d'une ampleur supérieure aux événements journaliers. Les planifications que nous apportons portent sur plusieurs axes. Le premier, identifier les risques potentiels tant au niveau naturel, technique que sociétaux. Le deuxième, garantir le nombre suffisant de personnes faisant partie des services de secours et des services étatiques spécialisés. Le troisième, garantir l'opérationnalité de l'ensemble des services de secours en dispensant une formation adéquate et fréquente. Et pour terminer, le quatrième, adapter le matériel et les infrastructures aux risques inhérents. Si on détaille chaque axe, voilà ce que ça donne. Donc, si on reprend l'axe, identifier les risques potentiels tant au niveau naturel, technique que sociétaux. Il faut savoir en Suisse que pour chaque canton, ce qui correspond au département français, il a été établi un catalogue d'analyse des dangers et des risques. Ce catalogue recense des dangers au niveau naturel, technique et sociétaux. Il recense les événements depuis une faible ampleur qui ont une occurrence annuelle aux événements énormes qui ont une occurrence bicentenaire ou plus. Une fois les dangers identifiés, ils sont classifiés en 3 catégories d'intensité, donc faible, importante et majeure. Par la suite, des planifications de gestion de crise sont établies entre les différents acteurs de terrain qui composent la protection de la population. Il est clair qu'il s'agit de planifications de base globales qui doivent être précisées selon la situation de crise. Cette analyse est remise à jour en profondeur tous les 5 ans. Il est clair qu'en cas d'identification de nouvelles menaces entre-temps, la remise à jour est beaucoup plus rapide. En ce qui concerne l'axe, garantir le nombre de personnes faisant partie des services de secours et des services étatiques spécialisés. En Suisse, l'organe qui chapeaute et coordonne tous les acteurs des secours de terrain se nomme la protection de la population. Il s'agit d'un instrument de la politique de sécurité décidée par notre Conseil fédéral. La protection de la population regroupe les sapeurs-pompiers, les services d'ambulance, la police, la protection civile ainsi que des services techniques. Les tâches et les délais de réaction de chacun sont clairement établis. Les sapeurs-pompiers, les services d'ambulance et la police sont des services d'urgence surnommés chez nous des services feu bleu. Ils sont prévus pour intervenir de suite et en opération coup de poing pour une durée relativement limitée. On peut parler éventuellement de 24 heures. En revanche, la protection civile et les services techniques sont des services de deuxième urgence qui viennent en soutien. Ils ont un délai de réaction plus long, soit au moins d'1 heure, mais ils ont la possibilité de garantir des prestations sur la durée, plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment avec la crise qu'on vit actuellement. Au niveau du recrutement du personnel, les sapeurs-pompiers
ont en Suisse très peu de professionnels. 1,2% des sapeurs-pompiers suisses sont des professionnels. Le reste sont des miliciens volontaires qui ont évidemment une activité professionnelle à côté. Leurs employeurs sont d'accord pour que ces gens puissent quitter leur poste de travail de manière inopinée en cas d'alarme contre rémunération. Pour les policiers et les ambulanciers, il n'y a que des professionnels. En revanche, en ce qui concerne la protection civile, elle est composée de quelques professionnels pour gérer la partie administrative. Le reste du personnel est composé de personnes astreintes au service. Ces gens sont issus d'un recrutement qui oblige chaque personne de nationalité suisse en bonne santé de servir son pays en matière de défense. À l'issue de ce recrutement, les conscrits sont aiguillés soit au service militaire, soit au service de protection civile. La loi prévoit que le 0,8% de la population entière du pays soit incorporée à la protection civile, ce qui représente à ce jour 64 000 astreints pour la Suisse. Les prestations des astreints en faveur de la protection civile sont rémunérées à l'employeur par une assurance perte de gain qui est gérée également par la Confédération et qui est financée par chaque personne ayant une activité professionnelle. De ce fait, l'entier des salaires sont compensés par cette assurance lors des périodes de service de protection civile. En ce qui concerne les services techniques, il s'agit de personnes qui sont employées dans des entreprises privées qui sont préparées à travailler lors de sinistres ou de crises. Il peut s'agir d'électriciens, de gaziers, de fontainiers, mais également de conducteurs d'engins, de chantiers, d'autogrues, de forestiers bûcherons, etc. Dès qu'ils sont mis sur pied en cas de crise, c'est l'entreprise qui les emploie qui facturera ces prestations. L'axe suivant, garantir l'opérationnalité de l'ensemble des services de secours en dispensant une formation adéquate et fréquente. Au niveau organisationnel, pour l'ensemble des services partenaires de la protection de la population, il existe une hiérarchie opérationnelle qui permet une autonomie. Cette hiérarchie est mise en place et elle dépend des prestations planifiées. Chaque service de secours s'entraîne très régulièrement afin de garantir un niveau opérationnel à la pointe. L'instruction est ciblée pour chaque niveau de compétence hiérarchique. Des instructions de détail permettent de connaître le matériel et d'acquérir des automatismes quant à son utilisation. Des exercices, surprises ou non, sont également au programme. L'objectif de ces exercices est de garder un niveau d'instruction élevé et de tester les connaissances des gens qui composent les différents services. Ils permettent également de détecter des points d'amélioration qui devraient être revus en détail par la suite. En ce qui concerne les crises, donc des événements importants, chaque année des exercices proches de la réalité regroupant tous les services de secours de la protection de la population sont organisés. Les thèmes sont issus du catalogue des dangers et des risques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, en 2019, donc avant la pandémie, on a participé à un exercice qui avait pour thème accident routier majeur. Le scénario, c'est un accident d'autocar dans un tunnel qui comprenait également 8 véhicules légers et un camion. Pour ce faire, le tunnel autoroutier a été fermé 4 jours. Les véhicules et les figurants étaient réels, il y avait plus de 100 figurants. Les patients, donc les figurants blessés, ont été pris en charge jusqu'au service des urgences des différents hôpitaux pour entraîner ces derniers à l'afflux massif de patients. Pour cette année, un exercice fuite sur un oléoduc qui passe dans notre région. L'oléoduc part de Fos-sur-Mer au sud de la France pour aller jusqu'à Cressier dans le canton de Neuchâtel sur une raffinerie. Donc cet exercice fuite sur l'oléoduc a été mis sur pied. Le scénario indiquait une fuite de pétrole brut d'un volume de plus de 4 millions de litres dans différents villages et dans des zones de captage d'eau potable. Là, les figurants faisaient également partie de la population. C'était des gens civils qui ont joué le jeu et il y en avait à peu près 1 millier. Pour l'an prochain, plusieurs exercices sont en planification, notamment un accident ferroviaire qui comprendra la désincarcération de plusieurs wagons et un exercice sur le thème du blackout. Pour terminer, l'axe adapter le matériel et les infrastructures aux risques inhérents. De base, toutes les communes détiennent du matériel pour les sapeurs-pompiers. Il s'agit de matériel léger, de première urgence, qui permet de sauver les personnes et les animaux, ainsi que de combattre des feux naissants.
En pratique, chaque commune dispose d'échelles, d'appareils de protection de la respiration, de tuyaux et de lampes. Le matériel lourd est stationné de manière régionale. En ce qui concerne les services d'ambulance, de police et de la protection civile, le matériel est centralisé par région. Il est évident que du personnel formé est présent là où se trouve le matériel. Oui? C'est juste pour faire attention au timing. Comme je suis le timekeeper, Oui? je vous en prie. J'arrive à la fin. Je vous en prie. Les risques et les dangers changent régulièrement, évidemment. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le catalogue d'analyse et des risques est revu au moins tous les 5 ans. En revanche, dès qu'un danger est détecté, peu importe l'occurrence et l'intensité, les planifications au niveau du personnel, du matériel, voire des infrastructures particulières sont adaptées. En Suisse, les études et les acquisitions de matériel ne se font pas de manière centralisée. La raison est à trouver dans le fait qu'il y a une telle disparité au niveau du relief topographique, une variété d'intensité et de genre d'occupation du terrain, ainsi que des écarts importants au niveau des dangers. Actuellement, les dangers qui se modifient souvent sont les dangers liés à l'industrie, notamment au niveau chimique et explosif. En Suisse, il faut savoir qu'il y a des infrastructures souterraines qui existent pour protéger la population. Il s'agit d'abris dits abris anti-atomiques qui ont été construits à l'origine dans les années 50-60 pour protéger chaque habitant de la Suisse contre des éventuelles attaques guerrières atomiques. C'était l'époque de la guerre froide. Cette époque est maintenant heureusement passée. Ces abris ont été modifiés afin d'accueillir la population en cas de crise. Il est possible de dormir, de se restaurer et de vivre de manière autonome, même en eau potable, pendant plusieurs semaines. Actuellement, le plus souvent, ce sont des personnes en quête de protection, notamment après l'incendie de leur maison, qui sont accueillies par la protection civile. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous présenter au niveau suisse, comment ça se passe pour essayer de se préparer le mieux aux crises futures. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, commandant Hirschi. Je serais curieuse de voir réagir le commandant Éric Chattelon sur la proportion finalement entre les professionnels, parce que vous avez cité le fait que quand on travaille finalement en gestion de crise, seulement 1,2% des personnes intervenant sont des professionnels. Fait appel aux volontaires qui ont des professions par ailleurs très diverses. Peut-être un son de cloche côté Provence-Alpes Côte d'Azur pour voir quelle est la proportion. Et puis ensuite, je voyais que vous faites des exercices. Alors, c'est rigolo qu'on soit tous autour entre des pipelines, sur des pipelines, dans accident de pipeline, entre et Neuchâtel. Donc, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre toute cette chaîne d'acteurs. Je connais bien le secteur de Fos-sur-Mer et je vois tout à fait ce dont vous parlez. Donc, merci de cette illustration. Aussi d'un exercice blackout. Je me permets de faire une petite assertion là sur l'ouvrage excellent que je vous conseille de lire si vous n'avez pas lu, de Mark Herzberg, qui s'appelle Blackout, qui se lit assez rapidement sur en fait un blackout électrique, et on voit effectivement la montée, la gradation de la crise qui se fait de façon très rapide et qui peut vraiment aboutir à des catastrophes au niveau de tension civile. C'est un spécialiste de la gestion de crise qu'il a écrit et c'est encore tout à fait d'actualité par rapport à la fragilité de nos réseaux de distribution d'électricité. Je demanderai à Jean-Jacques de nous préparer, s'il veut bien, quelques petits mots de la fin. Il nous reste à peine 14 minutes. Ce que je vous propose, c'est de bien regarder la montre et de me laisser juste 2 minutes pour conclure sur la suite de ce congrès. Mais donc, vous allez avoir chacun 4-5 minutes. Donc, commandant Éric Chattelon pour réagir. Et puis ensuite, je laisserai le mot de la fin à Jean-Jacques Martinez avant de clore cette table ronde. Merci de me redonner la parole. Après, si je peux me permettre, alors non pas de rebondir sur le fait de la Suisse, et je sais qu'on a toujours à aller chercher des choses très intéressantes chez nos voisins, et il est toujours bénéfique de ne pas se concentrer sur son nombril. Je sais que les Belges sont forts en communication de crise vers la population, les Suisses ont aussi une résilience un petit peu comme les montagnards par chez nous, les insulaires ont aussi d'autres capacités. Et c'est le principal acteur qui est la population. Donc, on parlait comment se préparent les acteurs, mais il est intéressant aussi de se préparer individuellement,
que ce soit vous, Muriel, Cédric, Jean-Jacques ou tous les gens qui nous suivent. Également en se disant que le jour où une catastrophe sera présente à nouveau, qu'on aura à la subir, on est des êtres humains avant tout, et il y a des biais cognitifs à l'intérieur de nous qui fait que les émotions peuvent nous sidérer, nous empêcher d'agir. Donc il est intéressant d'en le prendre en compte pour les risques qu'on peut avoir à la maison. Et je fais toujours de la publicité pour un plan familial de mise en sûreté. Hein. Je mettrai le lien dans le chat. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller vouloir aider les autres, il faut être sûr que les siens soient en sécurité. Hein. Et ça date de l'ADN depuis les chasseurs-cueilleurs. Hein. On partait à la chasse uniquement quand la famille est en sécurité. Tous les films américains encore aujourd'hui sont comme ça. Hein. Bruce Willis sauve le monde quand sa famille est en sécurité. Et donc, je vous inciterai juste à faire une analyse des risques à votre domicile. Un plan, c'est vite fait. Hein. On se met en famille et on regarde quels sont les risques qu'on peut avoir chez nous. Quels sont les moyens? C'est cerveau reptilien. Soit on s'enferme, on se confine et un minimum de vivre, d'autonomie. On l'a vu avec la pandémie qu'on avait besoin d'un petit stock stratégique, ce petit amortisseur de crise. Soit on a un sac à dos de randonnée prêt à partir si on n'est pas en sécurité chez nous. Voilà, je vous remercie pour ce petit temps de parole. Merci beaucoup, Eric, de ces compléments. Jean-Jacques, alors qu'est-ce que vous pensez à l'issue de cette table ronde? Quels sont pour vous quelques éléments conclusifs qui vous ont l'intervention des uns et des autres et que vous retiendrez pour la suite de votre action comme des enrichissements dans la façon dont on travaille au quotidien? Il vous faut remettre le micro, Jean-Jacques. Je pense que votre micro est coupé. Peut-être Monsieur Hirschi, en attendant, quelques mots par rapport aux exposés que vous avez entendus. Un élu, donc Monsieur Martinez, qui est à la fois élu et qui intervient, d'où sa proximité, je pense, extrêmement forte avec sa population, puisqu'il est élu d'une commune de 500 habitants. Donc, je pense qu'il a eu à suivre les conséquences des phénomènes d'inondation sur le long cours, et puis les actions de formation que mène l'ENSOS, donc le commandant Éric Chatelain. Est-ce que vous voulez nous donner quelques éléments de réflexion en attendant que Monsieur Martinez vienne avec nous? Alors, bien, Monsieur Martinez a parlé beaucoup de l'aspect psychologique lié aux crises face à la population. C'est vrai qu'à chaque reprise, nous y sommes également confrontés. On essaye ici au niveau suisse de se préparer à ça avec des spécialistes. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est très compliqué vraiment de pouvoir planifier quelque chose pour essayer d'aider la population dès les premiers instants, notamment quand il y a des événements très étalés, type inondation et tout ça. En tout cas, en Suisse, on essaye de faire ça, mais directement avec des professionnels, des services de psychologie, d'urgence et tout ça. C'est un petit peu le cas. Voilà, et je crois que M. Martinez est de nouveau en ligne. Oui, oui. Le Sud-Ouest est revenu, la Suisse. Écoutez, Jean-Jacques Martinez, M. Hirschi vient de prendre la parole justement pour compléter son propos. Si vous avez quelques mots pour conclure cette session, cette table ronde, je vous laisse la parole. Non, je remarque effectivement que toutes les interventions vont dans le même sens et intègrent le facteur humain. C'est pas le hasard, hein. C'est pas le hasard que la typologie des personnes qui interviennent traite effectivement l'humain. Mais il faudrait élargir, et je crois que tous les intervenants sont d'accord, élargir le cercle, si je puis dire, et convaincre. Car nos actions ne sont pas toujours perçues par les pouvoirs locaux comme des priorités dans les priorités. Et notamment, on n'a pas étudié aujourd'hui les problèmes de fond, qui sont l'urbanisation, qui sont l'adaptation au changement climatique. Peut-être vous l'avez fait dans notre discussion, mais tous ces éléments qui sont très difficiles à expliciter doivent être absolument aujourd'hui traités et essayer de résoudre, car nous sommes dans l'action, l'action des pompiers, des intervenants, des associations de protection. Mais si demain on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre de manière sereine sur notre planète, il va falloir avoir, je le redis, le courage
de changer nos modèles de société de fonctionnement, ça nous concerne tous, pour ne pas rentrer justement dans ces réactions humaines reptiliennes. J'ai bien aimé le cerveau reptilien, ne jamais oublier d'où on vient et nos origines, effectivement, et nos réflexes d'humain qui est capable du meilleur et aussi du pire. Donc, je pointe qu'effectivement, il y a une volonté commune de l'ensemble des participants. Et je souhaite que, et j'essaie de le faire en tant qu'élu, auprès du préfet, auprès des collègues, il y a tout un travail, c'est un travail de fourmi qu'il faut effectuer, qui avance depuis quelque temps. Malheureusement, il faut qu'il y ait des catastrophes pour que. C'est comme l'histoire des virages, vous savez, mon commandant, les virages dangereux. On fait des équipements lorsqu'il y a 2 ou 3 morts chez nous, en Haute-Garonne, par exemple. Le département, vous savez, le fameux coût-bénéfice. Le coût-bénéfice, c'est-à-dire à quel moment on met de l'argent sur des situations, sur les problèmes d'inondation, sur les merlons, par exemple. Si vous êtes 28, on ne prend rien en charge. Si vous êtes 31, l'État peut vous aider. C'est un scandale. Je le dis comme je le pense. L'être humain, je ne le considère pas un chiffre, vous voyez. Mais par contre, les gestionnaires le déterminent en chiffre. C'est sûr que quand les 30 ou 40 000 Toulousains peuvent être impactés par les inondations, les financements ne sont pas les mêmes que chez nous sur 4 ou 5 000 personnes, c'est clair. Alors, ceci dit, il faut être optimiste quand même et voir que c'est réconfortant de vous écouter. Vraiment, c'est réconfortant. Nos amis suisses aussi, bien sûr. Et je crois qu'au niveau européen, il y aurait peut-être aussi des choses à réaliser collectivement parce que les problématiques se retrouvent quand même dans des pays. Certains sont plus avancés que d'autres et je crois qu'il faudrait les utiliser, pouvoir le rassembler. Alors peut-être qu'au niveau des structures associatives françaises ou européennes, il existe, je sais quelques-unes, c'est intéressant de fédérer tout ça pour le bien de nos concitoyens. J'en arrête là parce que vous savez que les élus sont très longs quand ils parlent. Merci à vous. Vous avez été parfaits tous les trois. Merci beaucoup de vos interventions. Merci beaucoup de vos éclairages au regard de vos fonctions respectives. Il y a eu un atelier que je vous conseille si vous avez le temps d'aller visionner. Ce sont quand même des ateliers de 2 heures. Ça s'est tenu la semaine dernière. C'est un atelier complémentaire sur finalement la comparaison internationale des gestions de crise. On est bien souvent dans la gestion de crise. Moi, je travaille sur les crises liées aux épidémies vectorielles. Donc, on a des liens très forts à faire avec l'Italie sur la transmission d'un certain nombre de maladies et le passage des vecteurs d'un pays à l'autre. C'est vrai que la crise, la notion transfrontalière de la crise, il faut la travailler régulièrement parce qu'on parlait de la culturation des différents acteurs, mais la culturation aussi des pays entre eux et des fonctionnements différents d'un pays à l'autre sont importants à connaître pour être efficaces et synergiques dans l'action de crise. On a vu ces difficultés aussi au moment de la tempête Alex entre l'Italie et la France sur la façon les outils et la façon de gérer la crise. Il faut vraiment faire ces exercices en transfrontalier, chaque zone frontalière. Je vous remercie beaucoup. On va clore notre table ronde maintenant. Il y a une table ronde qui suit. Si vous avez envie d'y participer, elle va porter sur le point de vue d'élus, sur l'intérêt au travers d'exemples concrets. On va avoir Viviane Thivin à la ville de Narbonne, Natacha Lisidlorf, élue à la ville de Lausanne, et Antoine Abchi, qui est député au Parlement libanais. Je voulais aussi souligner la question, j'en ai parlé un tout petit peu des bénévoles, mais on avait eu une introduction de cette semaine en fait consacrée à la gestion de crise par Ghislaine Verriest Leblanc, qui est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la vice-présidente de l'association française qui gère les parasismiques, du génie parasismique. Et on a appris que ces gens-là, ce sont des bénévoles. Donc, moi, j'ai été très surprise de voir globalement la place que prend le bénévolat dans la gestion de crise. Après, on a, comme le disait Cédric Hirschi, des professionnels tout à fait aguerris et heureusement pour à la fois encadrer, guider, déployer les moyens. C'est indispensable. Il faut que les gens soient professionnalisés sur le sujet. Cette professionnalisation, comme le disait Eric Chatelain, elle se travaille au quotidien et en premier dans nos environnements. J'ai bien entendu la proposition faite
d'un plan familial de bonne sûreté, c'est ça? J'irai regarder effectivement de quoi il s'agit. Je terminerai par une citation d'une femme, parce que je trouve qu'on entend beaucoup de citations d'hommes en général. Donc, je me permets de citer Greta Thunberg, qui très récemment a dit « Les gens ne veulent plus entendre parler des mauvaises nouvelles sur la crise climatique. Vous en avez parlé. C'est peut-être un sujet qu'il faudra qu'on traite à la Société francophone de santé-environnement. On a vu les limites de la COP26 dans la préparation à la crise. La petite grenouille qui chauffe dans son bocal, et on sait que nous, en France, il y a d'autres endroits qui sont des hotspots de la crise climatique qu'on commence vraiment à ressentir de façon forte l'été, des températures qui posent de vrais problèmes de santé, en particulier aux personnes âgées et aux jeunes enfants, mais pas seulement. On est tous, si vous allez voir les études de Santé publique France, on est tous amenés à être impactés par cette augmentation progressive des températures. Je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet atelier. Je retiens vos noms à chacun et au plaisir de vous retrouver. En tout cas, bonne continuation dans le cadre de ce congrès de la Société francophone santé-environnement. Au revoir. Merci Muriel. Merci à vous.